Lorsque feu Sa Majesté la reine Elisabeth II est décédée, on vous a annoncé que le nouveau souverain qui allait lui succéder était Charles III, son fils aîné. Seulement voilà, vous êtes nombreux à vous être demandé pourquoi Charles III avait été appelé ainsi. Dans cette vidéo, vous saurez pourquoi la famille royale la plus populaire du monde n'a pas de patronyme. Pourquoi Charles III a choisi ce nom et pas un autre. Et vous saurez aussi qui sont les rois maudits Charles I et Charles II. Alors installez-vous confortablement, vous saurez tout dans quelques minutes. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est le 14 novembre 1948 que Charles Philip Arthur George a vu le jour, au palais de Buckingham à Londres. Il est le fils aîné d'Elisabeth II, alors princesse du Royaume-Uni, et de Philippe, duc d'Édimbourg. Il est également le premier petit-fils du roi George VI et de la reine Élisabeth. C'est à la mort de ce dernier que sa mère devient reine et qu'il devient par conséquent l'héritier apparent du trône. Charles, du haut de ses 3 ans, est alors immédiatement élevé à la dignité de duc de Cornouailles en Angleterre, ainsi que duc de Rothesay, baron Renfrew, prince et grand steward d'Écosse. Alors commence pour lui un long chemin éducatif afin de le préparer au jour où il devra reprendre le flambeau à son tour. C'est une certaine Catherine Peebles qui devient sa gouvernante et qui aura la lourde tâche de s'occuper du jeune prince puisque maman n'est plus très disponible. C'est donc elle qui est responsable de son éducation jusqu'à ses 8 ans. En 1955, Charles, à la demande de Sa Majesté, intègre l'école, rompant ainsi avec la tradition qui veut que les princes suivent leur éducation au sein même du palais. Il séjourne au Hill House School puis au Cheam Preparatory School, ensuite à Gordonstoun School en Écosse. Le prince bénéficiera tout au long de sa jeunesse de multiples formations à côté de son cursus universitaire au Trinity College à Cambridge. Des formations linguistiques, des formations militaires dans la marine et dans l'Air Force et bien d'autres. Il est le premier membre de la famille à obtenir un diplôme universitaire. En 1958, Charles devient officiellement prince de Galles et comte de Chester. Jusque-là, Charles est plutôt un enfant sage, sans trop d'histoire, qui écoute et obéit aux ordres de la reine sans pinailler. Il devient de plus en plus apprécié par le peuple, surtout lorsqu'il fait la rencontre de la princesse Diana Spencer, alors adulée par tout le Royaume-Uni, et qui lui passe la bague au doigt le 29 juillet 1981. Il avait 32 ans et elle 20. C'est le conte de fées qui devient réalité. Tout le Royaume-Uni est heureux, comblé par cette union princière. La cérémonie est diffusée partout devant une audience télévisée d'au moins 750 millions de personnes. Tout le monde est heureux sauf Lady Diana, qui sait qu'elle doit partager son mari avec une autre femme. En effet, selon la princesse, les festivités du mariage avaient été atténuées quand, quelques jours auparavant, elle avait elle-même découvert un cadeau que le prince Charles avait fait pour une certaine Camilla, une amie très proche de Charles. Un bracelet en or avec les lettres F et G gravées dessus, des initiales qui représentaient les noms de compagnie de Fred et Gladys, le prince Charles et Camilla. Cette dernière est épouse de l'officier de cavalerie débonnaire de l'armée Andrew Parker Bowles et mère de Laura et Tom. En vérité, entre les deux, c'est l'amour fou et passionnel qui ne tardera pas à être dévoilé au grand jour. Le couple avait débuté une romance heureuse et paisible, mais les forces les ont séparés. Incapables de rester loin l'un de l'autre et malheureux dans leur mariage respectif, le prince Charles et Camilla auraient repris en 1986, là où ils s'étaient arrêtés. Charles trompait ouvertement et sans le moindre scrupule la princesse Diana. Alors, le bonheur n'a pas tardé à virer au cauchemar, et cela s'est très rapidement répandu jusqu'à arriver au peuple. Bien évidemment, personne n'est content, la reine la première. Tout le monde est contre cette relation extra-conjugale. Diana est la première à plaindre, et Charles le premier à être blâmé. C'est là que la popularité jusque-là croissante du prince de Galles commence alors à prendre un sacré coup. Malgré le désaccord de la reine, le mariage de Charles et de Diana prendra fin en 1996 après 4 ans de séparation, et pour se venger, Diana révèle via une interview clandestine les bas-fonds de l'affaire, dénonçant le comportement blâmable de son ex-mari. La princesse meurt subitement peu de temps après, des suites d'un accident de la circulation à Paris. La voie est libre pour Charles. Même si elle est jusque-là cachée, Camilla Parker Bowles, divorcée entre-temps de son mari, est pointée du doigt, endossant le rôle de la méchante femme qui a été la cause de la séparation du couple princier le plus populaire du monde. À partir de 1999, les deux ont commencé à se montrer publiquement. Les choses suivent alors leur cours logique, et Charles épouse Camilla le 9 avril 2005. Il a 56 ans, elle a 1 an de plus que lui. On voit pour la première fois un prince de Galles rayonnant, amoureux fou d'une Camilla nerveuse et sans doute rongée par la culpabilité. Elle devient, lors de son mariage, duchesse de Cornouailles. Notez au passage que ni la reine Elisabeth II, ni le prince Philippe n'ont assisté à la cérémonie de mariage. Même si tout le monde refuse de l'admettre, Camilla a transformé le prince malheureux en un homme comblé et épanoui. En l'épousant, c'est devenu un autre homme. Il est devenu plus heureux avec elle qu'il ne l'a jamais été. Elle lui a donné la confiance et le soutien qu'il avait désespérément cherché tout au long de sa vie.
Et comme vous devez certainement le savoir, depuis le 8 septembre 2022, date à laquelle son Altesse royale, la reine Elisabeth II, est décédée, Charles est finalement devenu le roi Charles III après une vie entière d'attente avec sa bien-aimée Camilla, sa reine consort. Le couple a été couronné quelques mois plus tard, le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Mais attendez un peu, pourquoi le 3 à côté de Charles? Une question que très peu se sont posées, sans doute trop préoccupés par le titre que Camilla allait recevoir, reine consort ou reine tout court, ce n'est pas là notre problème. En revanche, peu de gens, pour ne pas dire personne, ne connaît l'histoire des ascendants de la famille royale. Si Charles est devenu Charles III, c'est qu'il devait y avoir un Charles II et un Charles I avant lui, n'est-ce pas? À vos crayons, un petit cours d'histoire s'impose. Mais avant cela, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Pourquoi la famille royale du Royaume-Uni ne porte pas de patronyme? Ce qui fait que les noms des souverains sont directement accompagnés de chiffres ou de noms d'une demeure. Eh bien, il faut savoir qu'avant 1917, les membres de la famille royale n'avaient pas de nom de famille. Ils ne portaient que le nom de la maison ou de la dynastie à laquelle ils appartenaient. Les rois et les princes étaient historiquement connus sous les noms des pays sur lesquels eux et leur famille régnaient autrefois. Ils n'écrivaient donc que leur prénom en guise de signature. Les noms des dynasties changeaient que lorsque la ligne de succession était prise par une faction rivale au sein de la famille ou quand la succession passait à une autre branche familiale différente par l'intermédiaire des femmes. Par conséquent, au lieu de prendre le nom de leur père, ils prennent le nom de leur maison respective. Ainsi, le fils aîné de la reine Victoria, Édouard VII, appartenait à la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, nom de famille de son père, le prince Albert. Mais en 1917, grand changement, George V adopte Windsor comme nom de la maison ou de la dynastie, mais aussi comme nom de famille. Nom qui a été confirmé par la reine Elisabeth II après son accession au trône en 1952. Mais en 1960, la reine et le prince Philippe décident que leurs enfants soient distingués du reste de la famille royale. Il a donc été décidé que les descendants de la reine, à part ceux qui portent le titre d'Altesse royale et de prince-princesse, ou les descendants féminins qui se marient, auraient comme nom Mountbatten Windsor. C'est l'idée de Philippe, ça, je le sens. Cependant, bien qu'ils possèdent un vrai nom de famille, les membres de la famille royale ne l'utilisent pas, ou plutôt ils ont le libre choix de ne pas les utiliser car ces noms de famille changent constamment. Par exemple, lorsque le duc de Galles et le duc de Sussex allaient à l'école, ils étaient connus sous les noms de William Wales et d'Harry Wales, dérivés du titre de prince de Galles de leur père, le roi Charles III à l'époque. Déjà que les titres changent, si on fait la même chose avec les noms, c'est mal parti. Maintenant que l'on a compris ce petit détail, revenons au Charles. Nous n'allons pas y aller par 4 chemins. Avant Charles III, seuls 2 monarques britanniques ont porté ce nom, et ils sont aujourd'hui connus par les historiens par l'appellation des rois maudits. Tous deux ont régné sur l'Angleterre au XVIIe siècle et leurs vies n'ont pas été de longs fleuves tranquilles. La famille de ces 2 anciens rois, la maison Stuart, compte un certain nombre de tragédies. Leur ancêtre Marie Stuart, ou Marie Ier d'Écosse, la reine la plus célèbre des reines d'Écosse, a été exécutée et décapitée sur l'ordre de sa cousine Élisabeth Ier d'Angleterre après 18 ans de captivité. Son corps a été transféré à l'abbaye de Westminster en 1612. C'est là que la malédiction a commencé. Charles I a été lui aussi décapité en 1649 pour haute trahison. Né en 1600 en Écosse, Charles Ier est le fils de Jacques Ier, lui-même succédant à la fameuse Élisabeth Ier. Il devient ainsi roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1625. Persuadé d'avoir des pouvoirs divins, Charles Ier règne en tant que dictateur. Il s'attire des ennemis en épousant une catholique, française de surcroît, alors qu'il était le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, à l'origine de l'anglicanisme. Partisan de l'absolutisme, Charles Ier va se livrer pendant 23 ans à un bras de fer incessant contre le Parlement, chose qui va engendrer une guerre civile en 1642. Vaincu en 1645, Charles I refuse la monarchie constitutionnelle, et là, une deuxième guerre civile voit le jour. Charles Ier est de nouveau battu, jugé, condamné et décapité pour haute trahison. Il paraît que c'était à la mode de décapiter les rois à l'époque et que la mode est allée jusqu'en France. La monarchie abolie devient alors la République de Commonwealth d'Angleterre sous la direction d'un certain Cromwell. Est venu après lui son fils aîné Charles II, souverain qui a régné sur l'Angleterre quand Cromwell décéda de la malaria. Charles II a donc été appelé à monter sur le trône en 1660, mais contrairement à son patriarche, Charles II était plus libertin. Libertin mais toujours maudit, puisque 2 grands drames vont se produire lors de son règne. La peste noire de 1665 et le grand incendie de Londres en 1684. Il meurt à 54 ans des suites d'une attaque et ne laisse derrière lui aucune descendance. C'est alors son frère qui lui succède et prend le nom de Jacques II d'Angleterre et d'Irlande. Bon, on va abréger les choses et dire que la couronne a dû passer des Stuart au Windsor en passant par les Hanovre, puisque la couronne est transmise à ces derniers lorsque Anne, descendante des Stuart, est morte sans laisser d'héritier ni d'héritière. Le trône est resté à la maison allemande de Hanovre jusqu'à la mort de Victoria en 1901.
La maison de Saxe-Cobourg-Gotha, ayant pris le nom de Windsor en 1917, règne depuis l'accession d'Édouard VII sur le trône en 1902. Vous l'avez compris, ces va-et-vient de la couronne font que Charles III n'a rien à Stuart, mais il est un pur Windsor. Il a donc le sang royal, ça on ne peut pas lui enlever. Hormis son patronyme, Charles III n'a rien à voir avec ses deux prédécesseurs. Et c'est là qu'on se pose tout naturellement la question, pourquoi le 3 alors? Le monarque aurait pu, comme l'ont fait la reine Victoria née princesse Alexandrina et le roi George VI né prince Albert, choisir un autre prénom pour son nom de règne. Il était libre de choisir son propre titre et aurait pu choisir l'un de ses 3 deuxièmes prénoms, Philippe, Arthur ou Georges. Mais Charles a opté pour son nom chrétien, tout comme sa défunte mère, la reine Élisabeth II. S'il avait choisi Arthur, cela aurait immédiatement laissé penser au légendaire roi Arthur et lui aurait peut-être enlevé toute sa sacralité. D'autant plus que Charles ne lui ressemble sur aucun point. En devenant le nouveau Georges, en l'occurrence Georges VII, cela aurait certainement plu à feu sa majesté. Mais il voulait un nom qui soulignerait sa singularité en tant que roi. Philippe n'était quant à lui pas un nom envisageable, bien que cela aurait été un bel hommage à son cher père. Mais l'héritier présomptif depuis ses 3 ans a finalement choisi de garder son nom de naissance, pour la simple raison qu'il lui fallait maintenir la continuité des choses après avoir passé plus de 7 décennies en tant que prince Charles. Espérons simplement que son ascension au trône ne sera pas accompagnée de tragédie et qu'il n'aura hérité de ses prédécesseurs que le nom et pas la malédiction. En tout cas, à voir comment ça a fini avec Diana, je crains qu'il ait hérité d'une petite part. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau souverain du Royaume-Uni Charles III. Nous avons hâte de connaître votre avis et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.